Chapitre 18. Un taxi pour ailleurs. Combien d'heures cheminèrent-ils encore dans les ténèbres à l'odeur de roche? Lucas aurait été incapable de le dire avec certitude. Son univers réduit aux quelques mètres de pierre que sa torche tirait de la nuit souterraine, tout concentré sur ses pieds et les pièges que lui tendait la montagne, il en perdait la notion du temps. Il descendait. De cela, il était certain. Tantôt en pente douce, tantôt par paliers. De temps à autre, le tunnel dans lequel il circulait s'élargissait aux dimensions d'une salle. Parfois, il se rétrécissait jusqu'à ne plus être qu'un boyau dans lequel il devait se faufiler de profil. Ces passages-là, pour lui qui avait toujours éprouvé pour les espaces clos une certaine répugnance, étaient les plus difficiles. Ils n'avaient pas rencontré d'autres failles comme celles qu'ils avaient dû traverser. Lucas en était soulagé, car il ne savait pas s'il aurait été capable de réitérer l'exploit de tout à l'heure. Une fois encore, ils longèrent sur une étroite et périlleuse corniche un nouveau gouffre dont la torche se révéla impuissante à éclairer le fond. La pierre, ruisselante d'humidité, était lustrée et glissante. Lucas craignit que l'un d'entre eux, lui le premier, ne dérape et disparaisse dans l'abîme souterrain, mais toute la petite troupe parvint sans encombre de l'autre côté. Quelques centaines de mètres plus loin, Lucas réalisa que son univers rétréci se ratatinait de seconde en seconde. Les piles de sa lampe s'épuisaient. 10 mètres, puis 5, de plus en plus diffus à mesure qu'il progressait. Bientôt, il n'y verrait plus rien. Une bouffée d'angoisse l'étreignit à la pensée que les ténèbres puissent se refermer sur eux, perdus dans les entrailles de la montagne, sans certitude de ne pouvoir jamais en sortir. Avait-il seulement suivi le bon chemin? N'avait-il pas raté un embranchement quelque part? Il avait eu beau regarder attentivement, il ne lui avait pas semblé entrevoir un autre passage. À l'idée de se trouver enfermé sous ces millions de tonnes de roches, jusqu'à leur dernier souffle, il se sentit oppressé. « Mes piles sont en train de lâcher, » informa-t-il ses compagnons. « Les miennes ne valent guère mieux, » répondit Charles aussitôt. « On en a d'autres » demanda encore Lucas en poussant sur sa voix pour se faire entendre de Patrick. Le silence de ce dernier était éloquent. « Tu n'as pas pris d'autres piles » insista-t-il. « Tu trouves que les sacs étaient trop légers » bougonna son oncle. « Et puis merde, non, j'y ai pas pensé. » Ce fut à cet instant précis, alors que tombait le couperet, que sa lampe rendit l'âme. D'un coup, il se retrouva dans le noir. Et il eut beau tapoter la torche électrique de plus en plus fort, dans l'espoir de faire revenir un peu de courant, rien n'y fit. Les piles étaient définitivement déchargées. Derrière lui, il entendit la voix secourable de Charles. « Tiens, prends la mienne !» Il allait la saisir et en diriger le faisceau faiblissant devant lui, quand il remarqua. Tendant la main vers l'arrière, il ordonna « Éteins !»« Quoi ?»« Éteins, je te dis !» Le peu de lumière qui lui provenait encore de l'arrière disparut dans un clic. Ils se retrouvèrent dans l'obscurité. « Bon, on fait quoi maintenant ?» demanda Charles au bout d'un instant. « Chut, écoute !» murmura Lucas. Dans le silence qui s'était abattu sur eux, privés de vue,
Ils tendirent l'oreille, ou le méa auditif pour le plus reptilien d'entre eux. « Je ne... » commença Charles. « Chut !» répéta Lucas. Alors il entendit une rumeur presque inaudible, celle de machines en marche, ronronnements, sifflements, et d'autres choses, des échos lointains, d'ordres ou de directives distribuées à voix haute. Une voix enfin, plus forte, plus claire, comme celle qui peuplait les aéroports ou les halls de gare. Les halls de gare. Lucas, posant un regard devant lui, découvrit qu'il pouvait encore deviner vaguement le sol du tunnel. À peine, mais un peu. Ce qui n'aurait pas dû être possible. Même un chat, dans une grotte, en l'absence totale de lumière, était aussi aveugle que les autres animaux, ce qui signifiait que la lumière venait d'ailleurs. Alors même que cette évidence s'imposait à lui, le regard de Lucas, de ses pieds, remonta, s'éloigna, pour constater que la lumière augmentait vers le coude du couloir, à 3 mètres devant lui, et qu'il discernait maintenant les parois de la grotte. Il avança, un pas tout d'abord, puis 2, 3. « Lucas, qu'est-ce que tu fais? Prends la lampe, tu vas... » La voix de Charles, inquiet. « Non, non, j'y vois. » 2 pas de plus. Il parvint au coude du couloir, porta son regard vers l'avant et, là-bas, à 10 mètres devant lui, il devinait un nouveau coude. Non, pas devinait. Voyait, car celui-là était très bien éclairé, la roche sombre éclaboussée d'une clarté vive qui ne laissait aucun doute. Et si doute il avait encore eu, les échos de voix et le ronron des machines en marche, cette fois parfaitement audibles, l'auraient convaincu. Il lança, à l'intention des autres, juste assez fort pour être entendu. « On y est arrivé !» Sans attendre de réponse, il entreprit de parcourir les 10 mètres qui le séparaient du dernier coude, l'emprunta, pour se rendre compte que le couloir rapetissait pour s'achever sur une ouverture de moins d'1 mètre de hauteur, qui l'obligea à se mettre à 4 pattes pour se glisser à travers, contourner un gros rocher et enfin découvrir un spectacle extraordinaire. Il venait de déboucher sur une corniche saillant au flanc d'une gigantesque caverne, semblable à un dôme de pierre, qui s'élevait encore et encore pour culminer à plus d'une 40aine de mètres au-dessus de sa tête. Battant le rappel de ses connaissances en vulcanologie, à laquelle il s'était intéressé en plongeant dans les livres de son père, il en tira les mots dôme magmatique. C'était ici que le magma, il y avait des milliers et des milliers d'années, s'était accumulé sous la pression des gaz. Trop épais pour s'écouler, il avait fini par se solidifier et former un bouchon. Les gaz, eux, s'étaient échappés par des fissures comme celle par laquelle il venait d'entrer. La chambre était demeurée en l'état, avec sa voûte de lave solidifiée, engendrant cette colossale caverne. C'était ce genre de volcan, les péléens, que craignaient le plus les vulcanologues. Ceux de la famille du Vésuve, ou de la montagne Pelée, qui explosaient d'un coup, quand le bouchon sautait sous la pression des gaz, et répandait des coulées pyroclastiques plus connues sous le nom de nuées ardentes, comme celle qui avait détruit Pompéi, ou Saint-Pierre de la Martinique. Celui-là n'était plus dangereux. Les gaz et la lave avaient reflué, laissant à la place cette gigantesque grotte. Mais autre chose était venue les remplacer. Alors que ses compagnons débouchaient à ses côtés, Lucas, lui,
s'absorber dans la vision irréelle qui s'offrait à lui. À ce que leur en avait dit Coré et Kshan, ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher. Mais ça, c'était une vision digne de Jules Verne, ou d'un James Bond de la grande époque, les meilleurs, où les savants fous et autres méchants diaboliques, mais toujours polis et distingués, voulaient conquérir le monde depuis leur base secrète. Comme dans On ne vit que deux fois. Lucas, fasciné, croyait vivre un rêve éveillé. C'était bien une gare. Enfin, une sorte de gare. Des bâtiments où se mêlaient béton, fer et verre, saillaient des parois du dôme à différentes hauteurs, reliées, pour certains, par des passerelles de métal. Des ascenseurs descendaient et montaient, transportant des hommes en combinaison de travail frappés du logo de la Telcorp. Il n'était malheureusement pas seul. D'autres silhouettes, en tenue plus sombre, plus cuirassée, plus martiale, brandissant les formes menaçantes de fusils automatiques, circulaient aussi d'un pas lent dans toute la grotte. Un rail semblait sortir d'un des bâtiments, sur lequel devait certainement passer une sorte de train intérieur ou de monorail pour convoyer des pièces ou des marchandises. Mais il oublia tout le reste quand il découvrit, au fond de la caverne, la gare proprement dite. Là, à l'aplomb d'un des bâtiments saillant de la paroi, et doté d'une grande baie vitrée lui donnant des allures de tour de contrôle, ce qu'il devait être, se dressait un énorme bras mécanique jaune s'élevant à plus de 20 mètres. Y était accroché ce que Lucas, faute de mots plus appropriés, décida de nommer un barillet, semblable à celui des anciens pistolets version high-tech, contenant non pas des balles, mais des courtilières. 6 courtilières, pour être précis. Alors même qu'il regardait, le barillet tourna sur lui-même pour orienter une des courtilières face à une passerelle pointant de la paroi sous la tour de contrôle. Il y eut un claquement qui résonna dans toute la salle alors que la foreuse se mettait en place. « Il faut s'emparer d'un de ces engins et prendre le puits », affirma Coré, qui s'était allongé à plat ventre à sa gauche et dont les cheveux blancs caressait son épaule. D'un doigt, elle désignait une sorte d'énorme diaphragme de métal qui s'ouvrait au centre pile de la caverne. La voix de Patrick, s'élevant de sa droite, lui répondit aussitôt. « C'est bien beau tout ça, mais qui va le piloter cet engin ?»« Moi, » répondit aussitôt Coré d'un ton sans réplique. « Je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Mais il y a un problème. » Lucas perçut distinctement le sourire de Patrick. « Je l'aurais parié. » Coré continua, comme si elle ne l'avait pas entendu. « Il faut que quelqu'un, depuis le centre de contrôle, positionne la courtilière au-dessus du puits, ouvre le diaphragme et la libère de ses attaches. »« Ce sera tout ?» demanda Patrick, ironique. « Non, avant toute chose, il faut que la psycholithose qui l'a fait fonctionner soit insérée dans le moteur, sinon nous n'irons nulle part. Elle en consomme une par voyage. »« Comme ça ?» les interrompit Charles qui les avait rejoints. Lucas et les autres portèrent leurs regards sur la caverne pour constater qu'un nouveau bras avait surgi de la salle de contrôle, s'achevant par une sorte de pince tenant un cylindre de verre à travers lequel on devinait une brillance moirée et changeante qui ne pouvait appartenir qu'à un seul minerai au monde, le tellurium. Le bras s'étendit, la tête pivota et vint se positionner face au flanc de la courtilière. Une plaque s'escamota, dévoilant un compartiment dans lequel le membre mécanique inséra la capsule contenant le minerai étincelant, dont la phosphorescence changeante disparut à leur vue. « Ok, voilà notre taxi », affirma Patrick d'une voix décidée. « Oh, oh !» et rappela Charles. « Les complications arrivent. »
Lucas reporta son attention sur la grotte. Deux hommes en combinaison orange, se détachant de leurs homologues plus ternes, se dirigeaient vers la courtilière d'un pas décidé. « Merde !» jura Patrick à mi-voix. « Je parie que ce sont les pilotes. » Il avait à peine prononcé ces mots qu'une voix féminine, tombée de haut-parleurs invisibles, dissimulait un peu partout dans la salle. « Départ de la prochaine navette pour Télucidar dans 7 minutes. Tout le personnel non autorisé doit évacuer la zone. » Les compagnons, figés, échangèrent un regard. 7 minutes? Ils avaient 7 minutes pour s'emparer de la courtilière. Déjà, les pilotes, suivant la passerelle raccordée à la foreuse, disparaissaient derrière l'excavatrice. Lucas, qui sentait les événements leur échapper, vit Patrick se tortiller pour se défaire de son sac, qu'il posa à terre, et l'ouvrir d'un geste sec pour en tirer la forme compacte et menaçante d'un fusil mitrailleur dans lequel il enclencha un chargeur avant d'armer le mécanisme. Il s'approcha du bord de la corniche, lança un regard vers le bas. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Lucas. Son oncle revint vers eux, s'agenouilla et lui répondit. « C'est notre taxi. Faut pas qu'on le rate. On n'aura pas d'autre chance. Dès qu'ils vont comprendre qu'on est là, et ça ne va pas tarder, ils vont tout boucler et on sera fait comme des rats. C'est maintenant ou jamais. »« D'accord, mais... » Patrick ne laissa pas finir. « Lucas, écoute-moi. Vous autres aussi. » Désignant Charles, il ordonna. « Toi, tu prends mon sac. » Il ajouta à l'intention des 3 autres. « Je descends. Vous attendez 2 minutes et vous foncez à la courtilière. » Il se retournait déjà quand Lucas lui saisit le bras. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Patrick lui répondit avec un sourire prédateur, comme un chat qui vient de tomber sur un nid plein de souris. « Je dégage le chemin. » Sans un mot de plus, il passa les jambes par-dessus le rebord, se laissa tomber 3 mètres plus bas, sur une plateforme de métal longeant la paroi, et se mit aussitôt à courir en direction du poste de contrôle. Lucas et ses 3 compagnons, trop surpris par l'accélération soudaine des événements, ne purent que le regarder filer le long de la passerelle, parvenir dans le dos d'un premier garde. Il s'en débarrassa sans même ralentir. Un instant, le garde était debout. Le suivant, il était au sol, immobile, assommé ou mort. Patrick, lui, était déjà loin. Un second, puis un 3e garde s'effondrèrent à leur tour. Il s'était écoulé moins de 30 secondes. Lucas, fasciné, suivait la course de la silhouette noueuse et redoutable qui avait déjà parcouru la moitié du chemin et laissé sur le carreau 2 nouvelles sentinelles. Les 5e et 6e, il les neutralisa simultanément. Le tranchant de la main pour l'une, un coup de pied sauté en pleine tempe pour l'autre. « La vache !» souffla Charles qui observait lui aussi la progression de Patrick. « Rudement balèze pour un photographe, ton oncle. »« Laisse tomber » grogna-t-il en réponse avant d'ajouter à l'intention du groupe. « Allez, on y va !» Sans attendre, il passa par-dessus bord et se laissa tomber 3 mètres plus bas. Le choc fut rude, lui remontant des élancements dans les jambes, mais il se redressa et attendit les autres. Corée le rejoignit la première et se reçut avec une grâce de gymnaste. Kshan, ombre fidèle, ne tarda pas. Lui aussi se réceptionna avec une facilité déconcertante. Mais en ce qui concernait le Coatli et son squelette allégé d'oiseau, c'était triché. Ne demeura plus que Charles qui se fit désirer un instant avant de se laisser tomber à son tour et atterrit sur la passerelle comme il le pouvait. Décidément, l'escalade et le saut n'étaient pas son fort. Lucas ne leur laissa pas le temps de respirer et s'élança aussi vite qu'il pouvait vers la courtilière. « Allez, avant qu'ils se rendent compte que quelque chose cloche !» Corée, Kshan et Charles s'élancèrent à sa suite. Kshan, plus rapide que les autres, eut tôt fait de le rattraper, ainsi que Corée qui, pour petite qu'elle était, courait plus vite que lui. Charles, qui n'avait jamais été très sportif et dont le pire cauchemar, en gym, avait toujours été la course à pied, peinait derrière.
Lucas, à tout instant, s'attendait à entendre un ordre bref, celui du type qui allait donner l'alerte à tout le centre et lancer contre eux la cavalerie lourde. Mais Patrick avait bien fait son travail. Ils ne rencontrèrent aucun membre de la sécurité, hors ceux qui l'avaient neutralisé. Lucas lança un regard en direction de son oncle pour le voir foudroyer une nouvelle sentinelle avant de s'approcher d'une échelle de service qui lui permit d'accéder à la plateforme entourant la tour de contrôle, où il se hissa sans effort apparent, avant de se diriger vers la porte qui se trouvait de son côté. À l'intérieur, Lucas devina 4 ombres très affairées. Après, les choses s'enchaînèrent à une telle vitesse qu'il n'eut guère le temps de suivre les exploits de son oncle. Ils étaient parvenus au chargeur géant et s'approchaient de la courtilière sans avoir rencontré âme qui vive. Lucas, alors qu'il s'avançait sur la passerelle reliant la courtilière au centre, commençait à espérer que tout se passerait sans imprévu, quand une silhouette en combinaison orange s'encadra dans l'ouverture. Les fixa d'un regard ahuri, avant de porter la main à sa ceinture, pour saisir son arme et la brandir dans leur direction. Lucas, face à la gueule froide de l'automatique, se raidit en prévision de l'impact à l'instant où Corée, s'immobilisant à côté de lui, leva la main au creux de laquelle le joyau de tellurium flamboya d'une lueur plus vive. Le pilote, projeté en arrière par une force invisible, décolla de terre et vint s'écraser contre l'autre cloison de la foreuse, 4 mètres plus loin, avant de s'effondrer au sol, sans connaissance. Kshan, sans attendre, se faufila dans l'engin. Quelques secondes plus tard, l'écho d'une brève lutte filtrait de l'intérieur. « Mais comment est là ?» commença Charles, qui fixait Corée avec une crainte révérencieuse. « Laisse tomber et entre » lança Lucas en le poussant devant lui. Avant de le suivre dans la courtilière, il leva les yeux vers la tour de contrôle. À travers les vitres teintées, il lui sembla deviner de l'agitation et des silhouettes animées de mouvements rapides et brutaux. L'une d'entre elles, plus vive, plus redoutable, fauchait les autres comme de vulgaires quilles. Patrick sécurisait le poste de contrôle. Lucas entra dans la courtilière pour y trouver Kshan et Charles, occupés à traîner au sol le corps inconscient du second pilote. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il alors qu'ils passaient devant lui avec leur fardeau humain. « On le fout dehors, pardi !» répondit aussitôt Charles. « Tiens, prends l'autre et amène-le !» Lucas s'approcha du second pilote échoué au sol, tel un pantin dont on aurait tranché les fils. Corée n'y était pas allé de main morte. Se débarrassant du sac qui sciait ses épaules, il se saisit des bras de l'homme inconscient et se mit en devoir de le tirer hors de l'engin. Il n'était pas léger. Lucas peinait à le déplacer, mais il reçut rapidement l'assistance de Kshan et Charles, qui en avaient terminé avec le leur. À eux 3, ils eurent tôt fait de sortir l'homme en combinaison orange et de rentrer dans la courtilière. Lucas suivit les autres dans la première pièce aux parois de métal, qui lui fit penser à l'intérieur d'une fusée spatiale, telle qu'il l'avait vue à la Cité de l'Espace, à Toulouse, quand il l'avait visitée avec le collège, voici quelques années. C'était blanc, propre, high-tech. Mais aux traces d'usure, on devinait que l'engin avait quelques voyages à son actif. Kshan et Charles l'entraînèrent vers la gauche, où, passé un sas ouvert, il découvrit ce qui devait être le cockpit de la courtilière. En fait de cockpit, il s'agissait plutôt d'un compartiment passager puisque s'y alignaient 2 rangées de sièges, munis de harnais comparables à ceux qu'on trouvait dans les avions de chasse. Il dénombrait environ une 30aine de places par rang de 3, de chaque côté de la travée centrale. Tout en haut, 2 autres sièges faisaient face à des pupitres de commande, clignotant de diodes lumineuses et agrémentés d'écrans de différentes tailles et formes. Sur l'un des fauteuils se tenait Corée. Elle s'était débarrassée de son suite d'emprunt qui gisait sur un des sièges.
Lucas remarqua que Charles ne pouvait empêcher son regard de revenir se fixer à elle, comme un papillon attiré par la lumière d'une ampoule. Comment ne l'aurait-il pas compris? Mais la jeune fille, ignorant totalement les regards des deux garçons rivés sur son dos de manière insistante, se concentrait sur les commandes de l'énorme excavatrice, ses mains fines et sûres volant sur les pupitres. Lucas, en s'approchant et en détaillant les contrôles, se rendit compte que le tableau central, contrairement aux autres, paraissait singulièrement dépouillé. Un écran, un curieux joystick, quelques boutons, n'avait pas l'air trop compliqué. Observant, fasciné, le jeu des doigts de Corée, il l'interrogea. « Tu sais te servir de ça ?»« J'ai appris, » lui répondit-elle laconique. « Oui, mais comment ?»« Avec un pilote de la Telcorp. » Il tomba des nues. « Un pilote de la Telcorp, t'as appris ? Mais pourquoi ?»« Parce que je lui ai demandé. » Il secoua la tête. « Tu lui as demandé et il a accepté. » Des mots moururent sur ses lèvres. Elle garda le silence, mais Lucas comprit. « Oh, je vois, » murmura-t-il en rougissant. À l'idée d'un type de la Telcorp posant ses grosses mains moites sur le petit corps svelte de Corée, lui venaient des envies de meurtre. « Non, tu ne vois pas, » rétorqua-t-elle aussitôt en lui jetant par-dessus son épaule un regard assassin. « Il m'a embrassé, je l'ai assommé. » Elle paraissait se justifier. « Et puis je sais pas pourquoi je te dis ça. Je n'ai pas de compte à te rendre, fallait le faire, alors je l'ai fait. » Elle retomba dans le silence et se concentra sur les commandes. Lucas, gêné, reporta son regard sur ce qui l'entourait. En particulier, les hublots dont le verre devait bien mesurer plus de 15 centimètres d'épaisseur. S'approchant de celui qui faisait face au centre de contrôle, il se tordit la tête et leva les yeux. Derrière la baie vitrée, dans la clarté jaune, il devina, se détachant en ombre chinoise, une silhouette affairée, celle de Patrick, espéra-t-il. En réponse à ses interrogations, la voix de son oncle s'éleva soudain dans l'habitacle, si claire que Lucas crut qu'il se trouvait juste à côté de lui. « Salut les gosses, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pris les commandes et que je vais pouvoir nous ouvrir une fenêtre de lancement. » « Et la mauvaise ?» demanda Lucas en espérant que des micros relaieraient sa question. « La mauvaise, c'est qu'un des techniciens a réussi à déclencher l'alarme avant que j'ai eu le temps de le neutraliser. » Il ajouta aussitôt. « Je pense qu'il va y avoir de l'animation dans pas longtemps, on n'a pas intérêt à moisir ici. » Quelques secondes de silence, puis... « Bon sang, où est ce bouton? Ah, le voilà. Accrochez-vous, ça va secouer un peu. » À peine avait-il prononcé ces mots que la courtilière se mit en mouvement. Lucas manqua tomber au sol et se cramponna à la poignée saillante de la cloison au-dessus du hublot. Derrière lui, il entendit les exclamations étouffées de Kshan et de Charles qui se raccrochaient eux aussi où ils pouvaient. À travers le hublot, il vit le centre de contrôle et la paroi de la grotte s'éloigner et devina que le bras télescopique entraînait le barillet à l'aplomb du puits. « Bon, je viens de vous transférer les commandes de la porte. Je vais tâcher de vous rejoindre. Au cas où quelque chose merde, dès que vous êtes en place et que vous recevez le signal, foncez. »« Pas question, on attend, s'exclama Lucas. Personne ne lui répondit. Patrick avait coupé le canal. Avec un juron, traversa le poste de contrôle et se rendit dans la première pièce où le sas d'accès, encore ouvert, lui offrait une meilleure vue. Il y parvenait à peine que le barillet contenant la courtilière s'immobilisait, toujours à l'horizontale, juste au-dessus du grand diaphragme de métal. Une suite de claquements, un ronronnement sourd, la porte du puits s'ouvrit, les lames de métal glissant les unes contre les autres pour dévoiler un gouffre vertigineux, un trou circulaire foré dans la roche, éclairé de loin en loin par les halos de projecteurs insérés à intervalles réguliers dans les parois qui se perdaient dans des lointains inimaginables où le regard ne portait pas. À quelle profondeur s'enfonçait ce puits gigantesque? Lucas, pris de vertige à la pensée du vide qui baiait juste sous lui, n'en avait aucune idée. Des kilomètres? Des centaines de kilomètres? S'il y tombait, combien de temps mettrait-il pour arriver à l'autre bout? Il préférait ne pas y penser.
Le long de la paroi de ce tunnel extraordinaire qui s'enfonçait dans la chair terrestre courait un rail unique et crénelé, dont le dernier tronçon remontait jusqu'à une vingtaine de mètres au-dessus du diaphragme. Tâchant d'ignorer le vide qui baies en dessous de lui, Lucas reporta son attention vers le centre de contrôle à l'instant où la porte latérale s'ouvrait à la volée. Il vit Patrick en jaillir, sprinter vers l'échelle qu'il avait empruntée à l'allée, la descendre sans toucher les barreaux et se mettre à courir vers eux. Ce fut à cet instant précis qu'il se rendit compte que la passerelle permettant d'accéder à leur courtilière se trouvait maintenant loin et que la plus proche ne passait pas à plus de 5 mètres de leur engin. Si Patrick voulait les rejoindre, il allait devoir sauter au risque de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous la foreuse. 5 mètres, c'était faisable. Si Lucas avait bonne mémoire, le record du monde devait être établi autour de 9 mètres. Mais Patrick, malgré sa condition physique, n'était pas un champion olympique. Cela aussi passa au second plan. Patrick était encore à mi-chemin et sprintait dans leur direction quand, d'une ouverture située dans les hauteurs de la grotte, jaillit une pleine escouade de gardes en uniforme sombre, conduite par un géant que Lucas reconnut aussitôt. Mikhaël Kirov. À peine avait-il pris place sur une passerelle en surplomb qu'il leur donnait un axe de tir sur toute la salle que Kirov hurlait un « Feu à volonté !» Les balles commencèrent à pleuvoir.